juste pour te dire que si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je sors une vidéo tous les derniers vendredis du mois à 18h et tous les premiers jeudis du mois à 20h, je fais des lives avec des best of live par la suite. Donc si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Bisous. Bon, alors ça y est, hein, la prod a validé, on va bien faire notre série sur les Borgia. Alors du coup, je voulais savoir si vous aviez des idées. Oui, trouver un sujet plus original. Je parlais des costumes, bien sûr. Pour les mecs, je voyais bien genre une chemise ouverte sur le torse poilu, vous voyez. Ça fait grave sexy. Ouais, enfin non, en fait, la chemise elle est pas censée se voir, c'est un truc qui est plutôt caché. Ouais, pas mal, pas mal. Quoi d'autre? Des bottes. Plein de bottes en cuir avec des jeans noirs. De toute façon, les gens ils vont rien voir, hein. Ils sont un petit peu cons. Et puis, c'est combien cher? Ouais, mais faut pas déconner quand même. Enfin, les gens ils vont bien voir qu'il y a des jeans. Puis alors, les bottes. Arrêtez avec les bottes. Ouais, c'est vrai, ça fait plutôt viril, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour les femmes, du coup, alors je verrais bien les cheveux détachés. Les cheveux détachés. Bah, j'espère qu'il y a que des femmes célibataires dans votre film, hein, parce que bon, c'était pas trop la mode à l'époque, les cheveux. Et je verrais bien aussi des corsets lacés sur le devant, comme ça. Comme ça, on voit bien les boobs. Ouais, et je verrais bien le col, la fraise, hein, mais bien détaché du reste. Comme ça, on voit bien les boobs. Ouais, les boobs. Ah, des films et des séries historiques, ça ne manque pas. Ce qui manque en revanche, c'est des costumes véritablement crédibles historiquement. Entre les volontés d'économie, les volontés des producteurs ou bien encore les caprices des acteurs et actrices, il faut dire que les fictions historiques ne donnent pas une très bonne image de ce qu'on pouvait porter, toutes époques confondues. Et il y a des séries comme Reign, mais là on les a perdues. Et en regardant de temps à autre, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui venaient régulièrement et qui commençaient sérieusement à me taper sur le système. Alors je me suis dit dans cette vidéo que j'allais vous en faire une liste bien évidemment non exhaustive de tous les clichés que l'on peut rencontrer dans les costumes des fictions historiques. Et si vous avez d'autres idées en tête, bien évidemment, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que j'adore rager et en apprendre plus sur ce genre de choses. Alors rageons et apprenons-en plus ensemble. Voici votre nouvelle femme. Oula, attendez madame, avant de me faire des avances. Au final, je commence par le truc qui m'énerve le plus, puisque la grande majorité des portraits et des iconographies montrent des femmes avec les cheveux coiffés ou au minimum attachés, mais les réalisateurs, non, ils en veulent pas, genre ça passe, quoi. C'est donc une situation que l'on rencontre très régulièrement dans les fictions. On voit des femmes avec des cheveux détachés, découverts, et ça ne pose de problème à personne. Pourtant, dès l'époque romaine, les femmes mariées avaient leurs cheveux couverts, et avec le christianisme, c'est même devenu une obligation religieuse. Avoir les cheveux longs, c'est la norme à l'époque, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les cheveux détachés, c'est un immense non, comme le dit très bien l'historienne Susan Brown-Miller. L'acte de relâcher sa longue chevelure auparavant attachée est souvent interprété comme un relâchement des inhibitions, un signal de disponibilité sexuelle. En gros, laisser les cheveux détachés, c'est soit que tu n'es pas marié, donc finalement avant d'être une femme, soit que tu as perdu ton mari car les cheveux détachés étaient autorisés comme symbole de détresse. Alors la reine Catherine dans les Tudors qui a les cheveux détachés, reine d'Angleterre, je le rappelle, bof, Et pourtant, les cheveux attachés / coiffés, c'est resté pendant super longtemps. Vous le savez, avec mes vidéos sur la mode, les femmes ont toujours eu les cheveux attachés dans des coiffures diverses et variées, que ça aille de simples accessoires comme des coiffes ou un voile épinglé, à des choses plus extravagantes comme les perruques ou le simple chignon de la Belle Époque. Mais pourquoi en fait ? Les cheveux sont apparus très tôt à l'ère médiévale comme un attribut majeur de la féminité impure. Ils sont perçus comme l'élément originel, naturel, un peu sauvage donc, et associé au péché originel et à Ève, c'est pas ouf. D'ailleurs, de nombreuses représentations montrent Ève avec de très longs cheveux.
Pour de nombreux prédicateurs du XIIe siècle, les cheveux sont en plus du symbole du péché originel, un piège désirable pour l'homme et pour la femme qui pourrait trop se concentrer sur sa volonté d'être belle. En gros, avoir le cheveu non couvert, encore là, ça peut ne pas être problématique. Ce qui est véritablement problématique, c'est de ne pas les coiffer, donc les retenir. Le cheveu détaché, c'est beaucoup trop aguicheur pour l'époque, et ce, dès le Moyen-Âge. Mais même si on aimait pas trop les coiffures dès le XIIe, XIIIe siècle, ça n'a pas empêché les femmes pendant des siècles d'en créer des tas. Bienvenue, madame la comtesse. Vous avez oublié un truc là, non? Quoi? Vous n'aimez pas mon nouveau style? Vu le nombre de scènes de sexe que j'ai pu voir ou de décolleté qu'il peut y avoir, clairement on peut dire que les dessous féminins de la période moderne, c'est jamais trop ça. Et le premier truc qui me met hors de moi, c'est la chemise qui n'existe pas. Alors que juste la chemise, c'est la base en fait. La chemise, et ce dès le Moyen-Âge, c'est le premier vêtement qu'une femme enfile en s'habillant et qu'elle garde sous ses vêtements. Il n'y a jamais de contact direct entre sa peau, partie intime de son corps, et ses tenues. Elle n'était pas forcément visible, en tout cas pas chez les classes les plus aisées, mais elle était là. Si t'oublies ta chemise à l'époque, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, c'est comme si t'oubliais ton slip ou ta culotte aujourd'hui. Donc tous les films qui représentent des corsets lacés sur le devant, pas très bien faits, juste pour voir les boobs, c'est ciao! Pour les hommes, c'est la même, mais la chemise ne devient apparente qu'à la fin du XVe siècle, sous l'influence des Italiens. On pouvait donc y apercevoir des broderies et des ornements en tout genre, comme le col à godron, qu'on appellerait plutôt fraise aujourd'hui. Mais nous sommes loin des chemises vraiment visibles avec le pourpoint ouvert, comme le montrent les films et les séries. Et je ne parle pas des scènes de sexe où les deux retirent le corset sans problème, alors que bon, on est d'accord qu'il faut un peu de temps pour le retirer, que le retirer trop vite c'est aussi l'abîmer, et puis... En vrai, je sais pas si à l'époque ils s'embêtaient à le retirer tout court, en fait, vu que la femme n'avait pas de culotte sous sa jupe, parce que ça n'existait pas encore, mais soit. Il faudra que je parle des corsets un jour, mais ce sera dans une autre vidéo. Et donc, après la chemise et le corset, il y a les bas, le jupon et les fameux paniers ou crinolines. Première chose, juste pour être d'accord sur comment on fait en sorte qu'une jupe soit ample, la crinoline, c'est 1830, pas avant. Donc, je ne veux plus de crinoline pour le XVIIIe siècle. Oui, les photos de promotion du livre de Natou, c'est vous que je regarde. C'est pas compliqué. À la Renaissance, on porte un vertugadin, une sorte de bourrelet qui entoure les hanches, et avec les jupons, la robe faisait une sorte de cône. Et avec la robe à la française du milieu du XVIIIe siècle, la mode est au panier pour élargir les hanches et contrer la forme du corset. Dans les deux cas, les hanches sont élargies et ça se voit. Sauf que, la plupart du temps, je vais dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a des films qui le font, et c'est très bien, et bien ça ne se voit que très peu, ou alors pas du tout, ce qui est bien dommage, puisqu'en fait ça permet de se rendre compte de l'allure des femmes de l'époque et leur donner un petit cachet. C'est comme si vous voyez une femme du Paris de 1870-80 qui n'a pas de faux cul. C'est quand même dommage. En vrai, là, je vais parler de grosses généralités, des choses qui peuvent revenir de façon récurrente. Donc, pour aller au plus court, je vous ai fait un petit top 6 des trucs les plus débiles que l'on peut retrouver dans la mode médiévale de fiction. Numéro 1, des jeans noirs ou des collants. Bah ça n'existait pas. Et c'était le combo bray-chausse qui était la norme. Numéro 2, des hauts assez courts. Alors qu'ils portaient tous une tunique longue. En fait, on ne voyait pas les cuisses. Et ce n'est qu'au XIVe siècle, petit à petit, va s'imposer la mode du court, qui va véritablement être à la mode au XVe et XVIe siècle, avec le pourpoint qui se fermait sur le devant. Je le rappelle pour les deux du fond qui suivaient pas. Numéro 3, de la fourrure en abondance et très visible. Alors, il y en avait, bien sûr, mais en général, elle était peu visible dans le sens où en fait on la voyait surtout en dépassement des manches par exemple ou du col, parce que l'église elle était pas chaud, comme d'habitude. Numéro 4, de grandes bottes en cuir. Alors qu'il s'agissait de chaussures basses et ouvragées, vous connaissez les poulaines. Numéro 5, des chemises ouvertes sur le torse. Alors que, comme pour les femmes, la chemise n'était pas véritablement visible, ou alors t'es un paysan, c'est-à-dire que il fait chaud, donc tu ne portes que ta chemise. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de fiction historique où c'est un paysan personnage principal. Numéro 6, du noir et du gris, ou des couleurs fades. Alors
que le noir était très cher à obtenir et pas du tout à la mode. En fait, dans la grande majorité du Moyen-Âge, eh bien, on préférait des couleurs plus flash, je vous en ai déjà parlé, parce que ça revêtait des symboliques très particulières. En fait, le noir est véritablement devenu une mode chez les bourgeois du début, la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, 14e, 15e, pour montrer son humilité, alors qu'ils étaient pétés de thunes, vu qu'ils portaient du noir, du coup. Ceci n'était bien sûr pas une liste exhaustive, puisque le Moyen-Âge se dure 1000 ans, première chose. Et puis, comme vous le savez, avec ma vieille vidéo sur la mode au Moyen-Âge, ça a beaucoup évolué, évidemment. Comme c'est souvent les mêmes périodes qui sont abordées dans les films et les séries, je me suis dit que ça vous donnerait déjà un ordre d'idée. Majesté, je suis prêt à me battre. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout, hein. Déjà, vous n'avez pas de code de maille, hein, donc ça va être un petit peu compliqué. Puis c'est quoi, ces protections à la noix, là? Vous n'avez même pas de plate, vous n'avez rien sur vos flancs. S'il y a une épée qui se plante dans le flanc, vous faites comment? Bah vous mourrez, voilà, hein. Puis le casque c'est peut-être en option, peut-être, hein. Non, vous êtes un soldat du roi, vous dégagez, vous foutez une armure de plate sur tout ça, et après vous revenez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà que je suis pas spécialiste de la mode, je suis encore moins spécialiste des armures, donc je vous invite à aller voir des chaînes qui s'y consacrent, comme celle d'Histoire appliquée, ou, si vous parlez anglais, celle de Shadiversity. Mais je vais quand même parler de l'oubli majeur qu'il y a dans les fictions quand ils mettent des armures, en général du 14e au 16e siècle. L'armure, c'est un objet de protection, mais c'est aussi un vêtement. Généralement, les réalisateurs et producteurs ne s'embêtent que trop peu à donner à ces acteurs des armures adaptées, et pas seulement aux personnages secondaires, voire aux figurants, ce qui pourrait se comprendre, mais même aux personnages principaux, à l'image de The King dont j'ai déjà parlé dans un live. Voici quelques erreurs fréquentes que j'ai pu relever. Une cotte de maille avec une capuche trop large ou sans protection au niveau de la gorge, sans parler des cottes de maille totalement fake, alors que bon, la cotte de maille, c'était un peu important, puisque c'était fait pour protéger la zone du visage et du cou, en préservant sa mobilité. Les protections qui s'arrêtent en général au plastron et puis après, on verra, c'est vrai que on peut pas tuer dans la gorge ou en visant la bonne artère, mais bon, c'est pas grave. L'absence de gants bison, alors que le gant bison, c'est un peu la chemise quoi, c'est la base. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est une protection très efficace qui permet même au pégu de base, qui n'a pas accès à une armure faite de plate, un minimum de protection. Et pas de casque. Jamais de casque. Jamais de casque. Alors que je sais pas, le casque quoi, c'est un peu la base, la tête, tout ça, et quand tu vois le nombre de casques qui existent et la manière dont ils ont évolué au fur et à mesure des années, avec des casques même très simples, comme le chapelle de fer, qui était très utilisé car il permettait de dévier les coups d'épée grâce à sa forme, vous n'avez aucune excuse. Bref, ce n'est pas une liste exhaustive, encore une fois, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, notamment les boucliers qui sont pourris, ou pas de boucliers du tout aussi. Le manque d'héraldique, alors que l'héraldique c'était un peu la base à l'époque pour se faire reconnaître et reconnaître ses amis et ses ennemis. Encore une fois, les armures complètes de cuir avec des trucs en métal là partout. Non, je veux dire, oui, il existait très probablement des pièces en cuir bouilli, mais il y a aussi le gant bison, hein. Mais mettez plus de gants bison, ok? C'est sympa, le gant bison. En gros, c'est pas compliqué. Une armure, ça protège un minimum. Avoir une armure totalement faite de plate, c'est évidemment réservé aux personnes les plus riches et les plus puissantes, au point qu'ils ne peuvent pas s'habiller seuls. Mais pour les autres, de nombreuses pièces suffisent à donner un minimum de protection, comme le gant bison, quelques pièces de plate ou en cuir bouilli, oui d'accord, sans parler de l'amélioration des techniques au fil des siècles qui a permis la généralisation de protections de plus en plus efficaces. Ah, et aussi, les épées qui se plantent dans les plastrons, les cottes de maille ou dans les casques. Si vous portez un élément d'armure en fer, l'épée, elle n'est pas censée se planter dedans. D'ailleurs, une personne avec une armure de plate, c'est quasi impossible de la tuer avec une épée. Ou alors tu choisis d'autres armes qui sont spécifiquement faites pour ça. Mais bon, pour les épées et les haches, c'est un peu la base dans les fictions, donc voilà. Par contre, l'armure, un vêtement de mode... un peu quand même. Surtout pour les armures d'apparat qui étaient sur mesure et totalement inspirées de tenues de l'époque, sans parler d'éléments polychromés qui étaient rajoutés pour imiter le tissu. Des pièces comme la brigandine montrent que l'armure peut aussi être un vêtement. Et quand l'armure est utilisée sur le champ de bataille, en revanche, elle est faite pour le champ de bataille. Donc quand il y a beaucoup d'ornements, c'est plutôt une armure d'apparat en général. En revanche, si t'as les moyens d'avoir une armure de plate, le minimum, c'est qu'elle soit sur mesure. Et comme le poids est réparti sur tout le corps, on peut se relever si on tombe, on peut monter sur un cheval tout seul, on peut même faire des roulades ou courir, même si, on est d'accord, c'est un peu fatigant.
Bref, les armures, tout comme la mode, ont beaucoup évolué au fil des siècles, notamment en termes de praticité et de protection. Je trouve ça donc très dommage qu'encore aujourd'hui, il y a des films et des séries historiques qui donnent des pièces rapportées à leurs acteurs, alors qu'il y a même des associations qui sont spécialisées dans la reconstitution d'armures. Oui, The King, toi qui parles dans un cours, c'est de toi que je parle encore une fois. Bonjour, monsieur le marquis. C'est quoi sur votre visage? De quoi? Ah, le farajou peut-être. Ah, vous avez remarqué. C'est un point un peu plus indulgent que je vais aborder ici, puisque c'est tout à fait compréhensible que l'on donne aux acteurs et aux actrices un maquillage plutôt moderne, que ce soit par rapport aux éclairages, mais aussi parce que, il faut se l'avouer, les maquillages de l'époque n'étaient pas toujours très attrayants, en tout cas pas pour nous, et quand tu emploies Scarlett Johansson dans ton film, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de lui farder la gueule. Après, ce qui me gêne un peu plus, c'est quand le maquillage moderne se voit un peu trop avec du fard à paupières coloré ou du rouge à lèvres un peu trop coloré aussi, ou bien au grand inverse, des femmes qui ont un make-up no make-up, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles sont pas maquillées, ce qui ferait penser donc que les femmes, dans l'histoire, ne se maquillaient tout simplement pas. Premièrement, non, les femmes n'ont pas attendu le maquillage industriel pour se maquiller, on est d'accord. Bien sûr, l'arrivée du christianisme a un peu compliqué les choses, hein. Déjà qu'on n'aime pas les coiffures élaborées, alors le farajou, non, faut même pas y penser en fait. Mais comme pour les coiffures, cela n'a pas empêché les femmes de recourir à divers fards et techniques de beauté. On connaît cette pratique attestée dès le XIe siècle de se raser les bords du front pour le faire paraître plus grand, parce que ça avait l'air joli. Mais les femmes se fardent également les joues et se colorent les lèvres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puis vint la fameuse mode du visage fardé, très blanc à la période moderne. Vous connaissez le topo, un visage blanc c'est la beauté et la jeunesse, tandis qu'un visage bronzé est associé à la paysannerie et au travail des champs. Au XVIe siècle, des personnes royales comme Elisabeth Ier d'Angleterre sont connues pour se farder à outrance avec du blanc de céruse, élément souvent relaté dans les films. Pourtant, les témoignages de l'époque ne parleraient pas d'une utilisation excessive de ce blanc de céruse par cette dernière, et cela viendrait d'une rumeur, rien d'étonnant puisque la reine était peu appréciée et souvent critiquée sur son apparence. J'en parle dans mon Instagram. Et oui, les physiques des femmes ont toujours été critiquées et Elisabeth Ier en a fait partie. Après, ce qui est beaucoup plus probable en fait, c'est qu'elle se soit fardée énormément le visage à la fin de sa vie pour cacher l'état de sa peau qui avait été ravagée en 1562 par la grande star de l'époque. Je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, la petite Vérole. C'est bien sûr la chose que l'on voit jamais sur les peaux immaculées de nos acteurs et actrices et qui pourtant touchait la grande majorité de la population, les traces de la petite vérole. Cette maladie, 2 fois plus meurtrière que la peste en France au XVIIIe siècle, te laissait deux choix. Soit tu en mourais, comme 50 à 80 000 personnes de la population française, soit elle te laissait des traces indélébiles sur ton visage, des sortes de crevasses qui sont des traces des pustules cicatrisées et qui te donnent un visage que l'on dit grêlé. Et ça, beaucoup d'Européens et d'Européennes, pauvres ou non, en avaient. C'était le fléau de cette époque. Pour une jeune fille destinée à se marier, avoir le visage irrémédiablement abîmé la condamnait à devenir nonne. Alors on essaie de les atténuer comme on peut, que ce soit avec des fards ou des mouches, qui ont été spécifiquement inventés pour cela. On va donc parler des mouches, puisqu'il faut le dire que les réalisateurs sont souvent timides sur ce sujet. Une par-ci ou par-là, notamment au coin de la bouche, là, parce que ça fait sexy. Alors que les femmes pouvaient porter plusieurs mouches, de toutes les tailles, de toutes les formes, et sur n'importe quelle partie du visage. Oui, c'est sûr, ça fait beaucoup moins séduisant dit comme ça, mais ça l'était pour l'époque, parce que chaque emplacement avait sa propre signification. Après, ça peut se comprendre, évidemment, que les réalisateurs ne foutent pas des énormes cratères dans le visage de leurs acteurs et leurs actrices, en plus du fait que la petite vérole ou la variole a été une maladie très contagieuse et très mortelle pendant plusieurs siècles en Europe mais aussi dans les pays sous-développés et qu'elle a été éradiquée à partir de la seconde moitié du XXe siècle grâce à la mise en place d'un vaccin. Ouais, j'ai envie de parler de ça dans ma vidéo, je suis un peu fifole. Pourquoi j'ai fait cette vidéo au final ? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir des costumes historiquement super fiables dans les fictions ? Au final, les réalisateurs, ils font bien un peu ce qu'ils veulent, non ? Eh bien, je l'ai faite parce que ça fait partie des clichés que j'avais envie de démonter, mais aussi parce que je trouve ça quand même très dommage qu'encore en 2020-2021, il y a des films et des séries historique qui, en plus de quelques erreurs qui se glissent très régulièrement, eh bien on retrouve encore les mêmes erreurs, les mêmes trucs qui prouvent que les réalisateurs et les producteurs s'en foutent totalement de l'historicité de leurs costumes alors que d'autres le font très bien et ça ne gâche en rien leur film. Et c'est surtout très dommage quand on sait qu'il y a des ressources spécialisées en la matière, que ce soit des historiens,
des associations et qu'il y a surtout des costumiers et des costumières sur les plateaux, hein, mais qui malheureusement n'obtiennent pas toujours raison. Je remercie d'ailleurs chaleureusement l'association Sagafilm et ses membres Gabriel Vialat et Laurette Estève qui m'ont énormément aidé dans l'écriture et la relecture du script de cette vidéo qui a été vraiment très difficile à rédiger parce que je ne suis pas une spécialiste en la matière et eux l'étaient. Donc merci grandement à eux. Une association qui a comme objectif d'essayer d'aider les documentaires et les fictions à avoir des costumes de bien meilleure qualité historiquement. Et j'espère vraiment que ce genre d'initiative va se répandre à l'avenir parce que je ne veux pas d'un nouveau The King. Non, je n'en suis toujours pas remise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je le répète, si la mode historique ça vous intéresse, vous pouvez aller checker mon Instagram où je parle de quelques petites anecdotes toutes les semaines le vendredi. Je remercie également chaleureusement évidemment mes fire tipeurs et mes fire tipeuses. Que ferais-je sans eux? Merci mille fois, j'espère que vos contreparties vous plaisent. Moi en tout cas je vous retrouve en février pour un nouveau live et peut-être d'autres, je ne sais pas encore. On va essayer de continuer Assassin's Creed Revelation et il y aura un best of live évidemment sur le sujet à la fin du mois de février. Je vous souhaite de passer le meilleur début d'année 2021 possible. Je suis très prudente en disant ça. Et évidemment, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!